Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'analyse technique de la semaine. On va voir ensemble quelques indices boursiers américains, les commodities, le dollar ou encore quelques cryptos. Petit rappel pour vous dire que cette vidéo est uniquement à but éducatif et que ce n'est pas un conseil financier. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est uniquement mon avis et mon analyse personnelle. Mais voilà, si vous kiffez l'investissement, la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Allez, let's go, on est parti. Alors commençons cette analyse avec l'ETF QQQ qui représente le Nasdaq 100. Vous voyez juste ici qu'on fait un très beau range autour des sommets. On a la résistance juste là et le support qui est autour des 560 $. Aujourd'hui, on est le mercredi 10 septembre et on va ouvrir autour des sommets historiques. Mais il se peut que pour cette séance, on reste autour des sommets et qu'on attende la donnée sur le CPI qui va tomber le jeudi pour marquer une tendance. Je vous rappelle que quand on est dans un range comme ça et qu'on arrive au sommet, la prochaine target, c'est de nouveau le bad range et ainsi de suite. Le haut de range et ensuite le bas de range. Maintenant, la séance de jeudi va être très importante et même ça va être la fin de semaine qui va dicter la prochaine tendance. Si on casse et qu'on clôture en fin de semaine à des plus hauts historiques, alors on va reprendre la tendance haussière. Maintenant, si on se fait rejeter, alors il y a de fortes chances que la semaine prochaine, on aille chercher le bas de range. Si on prend le RSI, on est sous la moyenne mobile et regardez, on forme une divergence baissière. Au niveau de la vue semaine, il n'y a pas grand chose à dire. Le RSI, il est bien au-dessus de sa moyenne mobile. Et puis voilà, on est juste sur les plus hauts ici. Concernant les points d'entrée sur le Nasdaq, alors on va aller chercher le bas de range ou sinon en cas de cassure, on va attendre un pullback peut-être en 4 heures, rentrer sur le pullback et voilà, la tendance ensuite elle se poursuivra. Mais l'erreur à ne pas commettre c'est de rentrer sur les sommets historiques. Regardons ensemble maintenant le SPY qui est l'ETF du S&P 500. La configuration est un petit peu différente. Vous voyez que sur le S&P 500 on a une sorte de canal haussier qui tient depuis début juillet. On est dans une tendance très fortement haussière puisque ça fait depuis début mai qu'on n'a pas touché la moyenne mobile 50 jours ici en orange. Concernant la suite du mouvement, bien sûr lorsqu'on touche le haut de canal alors on va chercher le bas de canal et ainsi de suite. Si on touche le bas de canal on va chercher le haut de canal. Là, vous voyez qu'on va ouvrir autour du haut de canal. Donc, la prochaine target, bien évidemment, c'est le bas de canal. Mais encore une fois, la donnée de jeudi est la plus importante. On attend jeudi, on attend la fin de semaine pour pouvoir imaginer ce qui va se passer ensuite. Concernant les points d'entrée stratégiques, on a la moyenne mobile 50 jours ici. Mais elle est sous le canal, ça veut dire que le SP500 pour aller la chercher, il va devoir latéraliser comme ça par exemple. Maintenant cette latéralisation elle peut être intéressante puisqu'elle va permettre au SP500 de prendre de l'air et ensuite si on forme une sorte de range comme ça, lorsqu'il va casser, il y aura plus d'élan pour aller encore plus haut. Il peut aussi casser son canal par le haut et prendre encore plus de verticalité, même si ça me paraît très peu probable. Vous voyez ici au niveau du RSI qu'on est coincé sous la moyenne mobile et qu'on forme également une sorte de divergence baissière. Pour le SP500, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Vous voyez ici sur le graphe weekly qu'il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, mis à part qu'on est sur les sommets. Regardons ensemble maintenant le Dow Jones. Le Dow Jones, il nous forme une figure de contraction de la volatilité plus intéressante que sur le SP500. Vous voyez sur le graphe 4 heures que cette figure forme une sorte de résistance autour des 45 800 points. Ici, le RSI, il prend appui sur les 60 et au-dessus de sa moyenne mobile, donc il est prêt à sauter. En plus de ça, on a la volatilité qui se retrouve au bout de la figure, prête également à pump. En plus de ça, je tiens à rappeler ici sur le graphe weekly qu'on a cassé les précédents plus hauts, vous voyez c'était le 18 août. Et puis ici sur le graphe 4 heures, on a le RSI qui est passé également au-dessus de sa moyenne mobile. Maintenant si on regarde la force relative du Dow Jones par rapport au Nasdaq, ça fait depuis 2023 qu'il le sous-performe. On a eu une petite surperformance du Dow Jones ici en avril pendant le crack des tarifs, mais après ça la force relative est toujours négative. Donc bien qu'on ait cette figure de contraction de la volatilité, si on casse par le haut, ça ne veut pas dire que le Dow Jones va être le meilleur indice sur lequel investir. Mais on peut quand même noter que si on casse par le haut, la tendance haussière va se poursuivre. Concernant les points d'entrée stratégiques, on a eu ici la cassure des précédents plus hauts historiques et le point stratégique le plus intéressant c'était ici sur le pullback. Si on veut trouver un point d'entrée stratégique dans cette figure, il faudra attendre une petite baisse et aller chercher la moyenne mobile ici en jaune qui est celle des 10 périodes. Sinon en daily avec un peu plus de recul, il va falloir attendre la cassure et un pullback sur la moyenne mobile 10 jours qui va augmenter comme ça par la suite. On se retrouve maintenant sur l'ETF IWM qui représente l'indice Russell 2000 américain. Le Russell 2000 qui représente lui-même les petites capitalisations américaines. Alors vous pouvez noter qu'on a une sorte de canal haussier comme ça qui se fait en daily. Pour rappel, on a eu la cassure de la moyenne mobile 200 jours qui s'est faite en début juillet et puis on a eu un pullback en début août. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation que sur tous les autres indices américains. On est assez haut perché et au-dessus des moyennes mobiles 10 séances exponentielles. Regardez, elle est juste là en jaune. Au niveau du RSI, on est au-dessus de la
moyenne mobile est au-dessus des 60. On est presque suracheté vers les 70. Pareil que pour le SP500 lorsqu'on vient chercher le haut de canal, ensuite la prochaine target c'est le bas de canal et ainsi de suite. Je tiens à rappeler que pour les petites capitalisations, lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, c'est souvent vu comme quelque chose de plutôt bullish. Parce que la baisse de taux d'intérêt, ça permet aux petites capitalisations d'emprunter pour moins cher et donc d'investir et de grandir et d'innover. Enfin bon, prenez quand même le graphe weekly. Vous voyez que la sous-performance des petites caps, elle est assez impressionnante depuis 2024. Et même au fait depuis mars 2023. Si on dézoome, on voit très bien qu'on est au niveau des sommets historiques qui représentent une très forte résistance. Pour entrer de façon stratégique, on peut supposer qu'IWM va consolider autour des sommets. Comme ça, avec cette consolidation, il va prendre du souffle et de l'élan pour ensuite les casser plus facilement. Donc maintenant, avec ça en tête, le premier point d'entrée, ça va être la moyenne mobile 20 jours exponentielle. Ou sinon, on va aller chercher la moyenne mobile 50 jours qui est pas loin en dessous. Mais attention, ne rentrez pas sur les sommets historiques qui sont une résistance. Ce serait bête de faire cette erreur. Regardons ensemble maintenant l'ETF MDY qui représente les moyennes capitalisations américaines. Et bah là on se retrouve un peu dans la même situation que sur IWM avec une sous-performance de MDY par rapport au Nasdaq depuis mars 2023. Et en plus de ça, on n'est pas tout à fait au niveau des sommets historiques, mais on a une sorte de double bottom qui s'est formé et on se trouve au niveau de la neckline juste ici. Sur le graphe daily, on voit que pareil que IWM, MDY forme une sorte de canal haussier. Sur le RSI, on est au niveau des 60 et au-dessus de la moyenne mobile. Maintenant, comme point d'entrée stratégique, on sait que la neckline dans double bottom, c'est une résistance. En plus de ça, on a le canal haussier. Vous voyez qu'ici, on vient de taper le haut de canal. Alors comme point d'entrée, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 20 périodes qui serait autour du bas de canal. Et même si on casse ce bas de canal, après on a la moyenne mobile 50 jours qui est un deuxième point d'entrée technique. Ce léger repli, il serait intéressant parce qu'on voit qu'on toucherait également un support ici et ça donnerait de l'élan à MDY pour ensuite casser la neckline et aller chercher ces plus hauts historiques qui sont là autour des 623 $. Maintenant, on n'est pas sorti d'affaire puisque juste au-dessus de la neckline, on a le plus haut historique qui est une nouvelle résistance. Voyons ensemble maintenant le pétrole brut VTI. Vous voyez qu'on a premièrement le VTI qui évolue sous la moyenne mobile 200 jours. Pour rappel, cette moyenne mobile 200 jours, c'est un énorme filtre entre tendance haussière ou tendance baissière. Lorsqu'on évolue au-dessus et que la pente est positive, alors on est en tendance long terme haussière. Par contre, lorsqu'on évolue comme le pétrole en dessous et que la pente est négative, alors la tendance de fond long terme est baissière. Par contre, si on regarde le graphe daily, on voit qu'il y a une sorte de double bottom qui est en train de se créer autour des 62 $ le baril. Vous voyez que le RSI il est au contact de sa moyenne mobile et qui va peut-être passer au-dessus. Si on prend le graphe 4 heures, on a une figure de contraction de la volatilité qui est en train de se former avec une résistance autour des 63,5 $ le baril. Maintenant, dans ce genre de figure, lorsqu'on arrive par le haut et qu'on comprime la volatilité, et qu'on bute sur la résistance, lorsqu'on casse par le bas, la tendance baissière, elle se poursuit. En plus de ça, les fondamentaux sur le pétrole, ils sont pas bons. Trump, il veut un pétrole bas. On a une récession aux États-Unis qui est en train de se profiler. Et puis les pays de l'OPEP+, ils ont promis d'augmenter la production. Donc pour le prix du baril, les fondamentaux, ils tendent quand même vers une baisse. Vous voyez que le RSI sur le graphe weekly, il est au contact de sa moyenne mobile. Donc s'il casse par le bas, on pourra avoir un pétrole qui chute encore une fois. Nous voilà maintenant sur le graphique de l'or. Alors pour l'or, les amis, ça risque d'être très rapide. On a premièrement la cassure du précédent plus haut historique qui s'est faite ici le 2 septembre. C'était une cassure autour des 3500 $ l'once. Si on prend ce mouvement dans son entièreté, on voit que le momentum de l'or, il est très haussier. Résultat, si on prend le graphe 4 heures, vous voyez qu'à chaque montée, on a une petite consolidation et ainsi de suite. Consolidation, montée, là peut-être une consolidation juste ici. Si vous vouliez avoir un bon point d'entrée sur l'or, il fallait investir lors de la consolidation et pas maintenant lors de la cassure. Pour tous ceux qui ont loupé ce mouvement, il va falloir attendre un pullback sur la moyenne mobile 10 jours minimum et voire 20 périodes. Mais là, avec le momentum actuel, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc soyez patient, il y a bien un moment où le super trend en 4 heures, il va passer au rouge et à ce moment-là, il va falloir chercher le point d'entrée sur moyenne mobile 10 jours exponentielle. N'oubliez pas aussi que cette semaine, on a les données sur le PPI et sur le CPI et que la semaine prochaine, on aura le FOMC. Donc ça va grandement faire bouger les marchés. S'il y a bien une chose à faire en ce moment, c'est d'attendre que ces événements ils se passent et de voir comment les marchés ils digèrent l'information. Regardez avec le dollar comme on est dans une phase d'attentisme de ce que la Fed va annoncer mercredi prochain. On est sur le graphe weekly sur la 4e semaine de volatilité inexistante. Regardez, on a des mèches qui sont faites à chaque semaine, mais le corps de la bougie il est tout petit. Donc le prix du dollar il varie presque pas en ce moment. En même temps, avec les données qui vont arriver là aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, donc ça reflète vraiment le mood des institutionnels qui sont en mode wait and see. Donc attendons ce que va dire la Fed la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que si le dollar il s'effondre,
toutes les paires contre dollar, elles vont augmenter. Si on veut quand même parler de support et de points critiques, on a quand même ici un support autour des 97.5 et ensuite si on casse, on a le support autour des 96.5 juste là. Et au nord, il faudrait venir casser les 100 points pour avoir un retour du dollar bullish. N'oubliez pas qu'à long terme, on évolue sous la moyenne mobile 200 jours et que sa pente est négative. Petit tour maintenant sur les crypto-monnaies avec pour commencer le Bitcoin. Premièrement, sur Bitcoin, vous voyez que le super trend daily, il est rouge et qu'on est sous la moyenne mobile 50 jours. Ensuite, en 4 heures, on est en train de former une figure de contraction de la volatilité. Maintenant, dans ce genre de figure, comme pour le pétrole, lorsqu'on arrive par le haut et qu'on comprime ici avec la volatilité, si on casse par le bas, la tendance baissière, elle se poursuit. En plus de ça, en daily, on a formé un double top avec la neckline juste ici. Et là, on est en train de comprimer sous la neckline. Donc, d'un point de vue purement graphique sur Bitcoin, ça pue. Après, ce qui est positif, c'est que si on casse par le bas, un peu en dessous, on a la moyenne mobile 200 jours et le chiffre rond des 100 000 $ comme support. Pour les différents scénarios, alors actuellement, on a le cul entre deux chaises. Premièrement, on est dans cette figure. Les probabilités nous disent plutôt qu'on va casser par le bas. Donc, attendons de voir ce qui va se passer dans les jours à venir avec tous ces événements que je vous ai répétés maintes fois dans cette vidéo. Et si on casse par le haut, il va falloir voir si on a assez de force pour casser la moyenne mobile 50 jours et le super trend. Ensuite, après cette cassure, il va falloir patienter légèrement et essayer de trouver un point d'entrée sur moyenne mobile 10 jours exponentielle par exemple. Donc sur Bitcoin, on n'est pas sorti d'affaire. Vous voyez que le RSI il est passé au-dessus de la moyenne mobile, ce qui est bien, mais on a la résistance des 50 points qui est dangereuse. Un peu pareil que sur tous les autres actifs, wait and see. Sur Ethereum, la configuration, elle est pas compliquée. On a un range avec comme résistance les 4800-4900 $ et un support autour des 4200 $. Ensuite, pareil que sur tous les autres actifs, on est en mode wait and see. Regardez les petites bougies daily, il y en a au moins une quinzaine. Donc après ce fort mouvement haussier, Ethereum, il est en train de digérer. Et en plus de digérer, c'est l'ensemble du monde qui est en train d'attendre ce que la Fed va prononcer la semaine prochaine. Pour les points d'entrée stratégiques, on a la moyenne mobile 50 jours qui est pas loin ici autour des 4200 $. Donc si Ethereum, il va la chercher, là ça peut être un bon point d'entrée. Le problème, c'est s'il va la chercher et qu'ensuite il casse plus bas. Alors là, en dessous, on n'a pas grand chose. Allez, on a une petite base qui s'était formée ici autour des 3500, 3900 $. Ça pourrait peut-être nous sauver la mise si Ethereum il casse la moyenne mobile 50 jours. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il vaut mieux entrer sur des replis pour limiter la perte si jamais ça casse. Oublions pas quand même la tendance de fond sur Ethereum qui est très bullish avec un momentum qui dépasse clairement le Bitcoin. Si on suit le dicton Trend is your friend, avec cette base, on est censé casser par le haut et aller chercher un nouveau plus haut historique. Et à ce moment-là, cette belle consolidation, ça représente un très beau point d'entrée. Et si on regarde la Bitcoin dominance qui est en train d'évoluer sous la moyenne mobile 200 jours qui elle-même est en train de se retourner, on a les altcoins qui devraient performer si Bitcoin ne s'effondre pas. Problème maintenant, c'est que si Bitcoin s'effondre, qu'est-ce qui va se passer sur les altcoins? Est-ce qu'elles vont tenir le choc ou pas? Et là, ça devient plus compliqué. Mais bon, en somme, attendons quand même les datas et avec ça, on aura une vision plus claire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche ou lundi pour l'analyse macroéconomique de la semaine et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao!